On parle c'est ça, donc de la fin du journalisme. C'est l'administration Trump, depuis l'arrivée de Trump je veux dire, en politique, tout simplement, ça a été une longue succession de ces démonstrations de double standard journalistique, de biais, de couverture biaisée journalistique, etc. Mais là, ici, je pense qu'on vient de clouer le cercueil une fois pour toutes dans cette opération croisée entre Donald Trump et Elon Musk, parce qu'il semble de plus en plus évident que les deux travaillent de façon coordonnée ensemble. Et quand on lit Elon Musk sur Twitter, il a un petit peu la même saveur que Donald Trump. Il est capable de bien répondre, il est moqueur. Donc, il a un style similaire au compte Twitter de l'ancien président. Et c'est ça, il semble y avoir un feu croisé entre Trump et Elon Musk. Donc, on va parler de cette histoire de suppression de comptes de journalistes et cette histoire de cartes de collection de Donald Trump. La plupart des gens n'ont entendu parler que de cette histoire de cartes. Or, cette histoire en cachait une autre, c'est-à-dire que Trump a utilisé un vieux stratagème du code Trump dans le cas de cette histoire de cartes, là, afin de sortir une nouvelle en catimini. Une des plus importantes, on pourrait dire un des plus importants énoncés politiques sur la liberté d'expression. Hein. Donc, dans la même journée, donc il sort les cartes le matin et en après-midi, il fait un énoncé sur le genre de politique qu'il va mettre en œuvre lors de son retour pour défendre la liberté d'expression. Et ça a été un énoncé brutal contre le FBI, contre la censure dans les universités, etc. Ça va être contre les agences gouvernementales qui s'impliquent dans la liberté d'expression. Parce que ce que les Twitter Files montrent, ce que Musk révèle, c'est encore une fois, on l'a expliqué, mais on ne le dira jamais assez, c'est que le FBI a demandé, ça c'est sorti cette semaine, là, donc le FBI demandait explicitement à Twitter de bloquer certains comptes, de bloquer certains propos, etc. Et là, encore une fois, si ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Canada, ça se passe en France, en Suisse, en Belgique, ça se passe partout. Et donc, voilà, ce sont des agences de renseignement hors contrôle que Mike Flynn pointe ici. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça coïncide avec la sortie de révélations sur l'assassinat de JFK. Cette semaine, Tucker Carlson a fait un segment entier sur l'implication de la CIA dans l'assassinat de JFK et parle justement il a interrogé une personne qui avait... parce que on est arrivé à une date butoir où certains des documents devaient être rendus publics. En fait, ça fait à peu près presque 20-30 ans que tous les documents sont censés être rendus publics selon des lois qui ont été passées par le Congrès. Donc, ils ont demandé à la personne en question, qui a une personne haut placée, qui a accès aux documents, est-ce que la CIA a eu quelque chose à voir avec l'assassinat de JFK? Et la réponse a été sans équivoque, oui. Il dit essentiellement, it's all fake. Donc, tout ce que vous savez officiellement, le rapport de la commission Warren sur l'assassinat de JFK, c'est faux, it's all fake. Et c'est ceux qui doutaient, il en parle dans ce segment-là, ceux qui doutaient les conclusions de la commission Warren, c'est qu'une balle a fait genre 7 trous dans le gars, avec des multiples ricochets, qu'il y avait seulement un tireur, et etc., qui agit seul. Et... Donc, les gens qui disaient ça n'a absolument aucun bon sens, la CIA a trouvé un outil sémantique, une arme sémantique pour les discréditer, ces gens-là qui doutaient du rapport complètement farfelu de la commission Warren. C'est comme la COVID, là. Bien, c'est à ce moment-là que la CIA a inventé l'arme sémantique de théoricien de la conspiration. Et ça a été utilisé depuis. C'est quelqu'un avec une connaissance directe de l'information qui est retenue, qui n'est pas rendue publique aux citoyens américains. Donc, et c'est ça. Et ça arrive finalement... Tu vois, ce qui est intéressant avec ce segment-là de Tucker Carlson et tout ça, c'est que ça arrive en même temps que les propos de Mike Flynn sur le fait que l'appareil sécuritaire américain, les agences de renseignement, sont hors contrôle. Ça arrive en même temps que la révélation des Twitter Files. Hein. Ça, ce que Mike Flynn a écrit en disant que les agences de renseignement étaient hors contrôle, c'était avant la révélation d'Elon Musk.
agences de renseignement ont la capacité d'espionner et de faire tomber des personnes, de faire chanter des personnes, de piéger des personnes. Et c'est ça qu'ils font. Et ils ont un pouvoir totalement disproportionné. Ils ont tenté d'utiliser ce pouvoir-là pour destituer Donald Trump, mais ils se sont attaqués à la mauvaise personne et ça s'est retourné contre eux parce que Mike Flynn et les patriotes dans les forces armées américaines, les services de renseignement, l'intelligence militaire les attendaient au détour. Vous comprenez? Ils viennent faire tomber, j'ai dit dans une autre émission qu'il avait pris le contrôle de l'étoile de la mort. C'est très dangereux. Hein? Il leur a enlevé leur outil de contrôle et sa sécurité, il sentait sa sécurité menacée. Et dans un cadre où tu sens ta sécurité menacée, là, il y a comme un petit garçon qui rend disponible à l'ensemble de la planète tes déplacements personnels, où tu te situes à tout moment. Ça pose un réel problème en termes de sécurité. Le fait que... En passant, ce que les journalistes ne disent pas aussi, c'est que le garçon, le jeune étudiant qui a piraté le compte de son avion, demandait 50 000 $ à Elon Musk pour arrêter de publier les informations. Et donc, là-dedans, il y a une question c'est comme une arnaque, là, vous comprenez? C'est une escroquerie là-dedans, parce qu'il demandait de l'argent, en plus. C'est ça. Donc, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il choisi de sortir ses cartes le matin même de son annonce importante? Eh bien, il y a un précédent à ça. Si on retourne en 2018, hein, c'était que en 2018, vous vous rappelez, le 5 janvier 2018, vous avez ici 2 événements la même journée, Fire and Fury, Winners and Losers from Trump, Bannon, j'en ai déjà souvent parlé. Donc, il y avait cette fausse chicane entre Steve Bannon et Donald Trump. Hein, Steve Bannon qui avait traité Trump de traître dans le livre, dans des entretiens qui ont été rapportés dans le livre Fire and Fury. Steve Bannon apologized for anti-Trump comment to Michael Wolff in Fire and Fury. Donc, Steve Bannon qui s'excusait le 5 janvier. Mais la controverse est sortie, le livre est sorti, je pense, le 4 ou le 5, et tout le monde est tombé là-dessus, et Bannon qui traitait Trump de traître, et les journalistes n'ont parlé que de ça, et n'ont pas parlé de la vraie nouvelle dans la journée, qui était ça ici, la réouverture d'une enquête sur la fondation Clinton par le ministre de la Justice de Donald Trump, Jeff Sessions. Donc, c'est la même journée, le 5 janvier, Clinton Foundation Investigation reopened by Justice Department. Ici, ABC News, FBI, DOJ ramp up Clinton Foundation Investigation. Alors, s'il n'y avait pas eu cette diversion le 5 janvier, tous les journalistes auraient critiqué la réouverture de l'enquête par le département de la justice en disant que Trump s'acharne sur son adversaire politique Hillary Clinton et qu'il y a une politisation du département de la justice. Et c'est un petit peu la même chose qui se passe ici avec le jeu de cartes. Vous avez aussi, par exemple, en termes d'hameçonnage, là, vous avez ça ici, j'en ai déjà parlé de cette image-là, où est-ce que vous voyez la porte-parole, la responsable des communications de Donald Trump, assise sur le divan, comme ça, les pieds sur le divan à la Maison-Blanche. Et qu'est-ce que les médias ont fait? Les médias n'ont parlé que de cet impair. Hein? Bris du protocole, les pieds sur le divan, etc. Or, c'était une stratégie pour faire parler de cette rencontre entre Trump et les leaders de la communauté noire. S'il n'y avait pas eu une faute sur laquelle les médias pouvaient sauter pour critiquer Trump, il n'aurait jamais parlé de cette rencontre de Trump avec les leaders de la communauté noire. Trump voulait une image des leaders, de lui avec les leaders de la communauté noire. Il voulait que les médias parlent de cette rencontre entre lui et les leaders de la communauté noire. Et c'est arrangé pour que les médias en parlent. Et la façon de le faire, c'est comme étant une bourde comme ça. Une fausse bourde. Une autre nouvelle, et c'est ce qui s'est passé. Donc, les cartes ont attiré la critique des opposants de Donald Trump, alors que Trump faisait une des déclarations les plus importantes en politique du 21e siècle, on pourrait dire. Et certains médias en ont parlé, mais ça a été juste factuel. C'est-à-dire que ce qui a attiré la critique, c'est la sortie des cartes et non pas la déclaration ici officielle de Trump. Trump jure de rétablir la liberté d'expression au sein du gouvernement, des universités, dans les médias, dans les compagnies de la technologie, etc., etc. Il nomme les conspirateurs. Ce qui est sorti publiquement, hein, les bombes qui sont sorties publiquement depuis quelques semaines ont confirmé qu'un groupe sinistre de bureaucrates de l'État, il parle du FBI, du département de la justice, etc., left-wing activists and depraved corporate news media.
des tyrans de Silicon Valley et les médias ont conspiré pour manipuler ou réduire la liberté d'expression. Imaginez, c'est énorme. Il parle de conspiration ici, d'une conspiration de la part d'un petit groupe de personnes puissantes aux États-Unis pour enlever la liberté d'expression au peuple américain. Et là, tu peux te faire rentrer dedans avec une déclaration comme celle-là. Hein? Trump goes full tyrant. T'sais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un jeu de cartes pour dévier l'attention, dévier la critique. Là, tout le monde dit, c'était ridicule ce jeu de cartes-là, la même journée. Hein, alors qu'il faisait il annonçait essentiellement des enquêtes sans précédent contre ceux qui ont attaqué la liberté d'expression aux États-Unis. Mais toute la critique, les cruches de journalistes qui ont mordu à l'hameçon ont tous attaqué le jeu de cartes qui a très bien réussi de toute façon. Ça s'est envolé en 12 heures. Mais ils ont attaqué ça en disant « Ah, c'est ridicule, c'est ridicule ». Même Steve Bannon et Mike Flynn ont fait semblant de « Merde, c'était un mauvais move de Trump ». Et puis, la puissance de son discours et de l'annonce est restée sans attaque. Trump et Elon Musk travaillent ensemble pour rétablir la liberté d'expression. Évidemment, ils ne peuvent pas le dire. Trump a souvent dit j'ai jamais rencontré Elon Musk. Il n'y a pas de contact entre moi et Elon Musk, sauf que ici, vous avez une image intéressante qu'on m'a fait parvenir. Regardez ça ici. Jared Kushner et Elon Musk, les deux dans la même loge à la Coupe du monde de soccer. Il n'y a pas de contact entre Trump et Elon Musk, il n'y a pas de coordination, etc. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire, etc., Jared Kushner a souvent agi en tant qu'envoyé spécial de Trump ou de messager spécial de Trump dans certains cas, en particulier au Moyen-Orient. Vous l'avez vu ici, par exemple, à la fin du mois d'octobre 2017, Elon Musk est allé rencontrer Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite avec une valise pleine d'informations secrètes. Mais ceux qui suivent l'intelligence militaire, les drops de l'intelligence militaire américaine depuis 2017 savent que, en fait, c'est autre chose. Jared Kushner a été donné l'information à Mohammed Ben Salman qu'un coup était en train de s'organiser contre lui parmi ses frères, ses oncles, la famille royale saoudienne, et lui a donné toutes les informations du coup. 5 jours après, en fait, je pense que c'est ça, 5 jours après, Mohammed Ben Salman fait arrêter quelque chose comme une trentaine de membres de sa famille qui tentaient de conspirer contre lui. D'où est-ce que c'est sorti, ça? C'est les informations qui lui ont été amenées par Jared Kushner. Donc, vous l'avez ici, BBC. Inside Saudi Arabia's Gilded Prison at Riyadh's Ritz-Carlton. Hein, il y a donc une douzaine de personnalités proéminentes de la famille saoudienne sont détenues au Ritz-Carlton de Riyad. Plusieurs noms sont toujours gardés secrets, mais la liste apparemment contient une douzaine de princes. Donc, c'est Trump qui a solidifié le règne de Mohammed Ben Salman. Et c'est pour ça que les deux sont inséparables. C'est pour ça que Mohammed Ben Salman n'a pas voulu augmenter la production de pétrole avant l'élection, avant les midterms, contrairement à ce que Joe Biden lui demandait, etc. Que Mohammed Ben Salman est toujours du côté de Trump, etc. Parce que c'est littéralement Trump, à travers son messager Jared Kushner, qui a sauvé son règne principal. Quand Trump est arrivé à la présidence, et même durant... lorsqu'il se présentait à la présidence, il disait « Drain the swamp hein, »,« Assainissons le marais », etc. Et on pensait que c'était juste Hillary Clinton et quelques politiciens. Mais là, vous comprenez que c'est les médias qui est visé ici. Quelles sont les institutions qui sont visées, les institutions qui se sont discréditées finalement là, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Dans ce jeu d'échecs entre Trump et l'État profond, qui s'est discrédité? Les médias se sont discrédités. Ils sont silencieux sur l'implication du FBI dans la corruption, la liberté d'expression, la suppression de la liberté d'expression, les élections, le portable d'Hunter Biden. Les médias se sont disqualifiés depuis l'arrivée de Trump. Les agences de renseignement se sont disqualifiées avec le portable d'Hunter Biden, cette histoire de collusion avec la Russie. Les médias sociaux, Twitter, etc., se sont discrédités, etc. Donc, ce n'est pas une attaque pour décrédibiliser les médias, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que les médias se discréditent eux-mêmes. Hein?
Et je me suis posé la question si cette histoire de suspension des comptes de Twitter était pas justement une façon pour Elon Musk de faire exactement ce que Trump a fait, c'est-à-dire que tu donnes aux médias une histoire pas très importante sur laquelle faire leurs dents, et tu leur permets de se planter, de se discréditer en ne parlant pas des choses importantes. Comme Trump a sorti les cartes afin d'avoir le champ libre, carte blanche pour sa politique radicale de restauration de la liberté d'expression, hein, il a jeté un os aux médias pour que les médias parlent de ça, alors qu'il a eu le champ libre sans critique sur sa politique brutale de renforcement de la liberté d'expression. Si Macron jouit d'une large majorité le 19 juin, on va en prendre plein la tête. Ça va être une horreur. Les gens doivent le savoir. Le quinquennat 2 sera pire que le 1. 80% des médias aujourd'hui réellement fabriquent l'opinion. La proximité entre ce type c'est la fabrique de l'opinion, c'est ce que Noam Chomsky avait appelé la fabrique du consentement. Ces oligarques et le pouvoir nouveau, à savoir ce qu'on peut qualifier d'extrême centre, qui n'est pas né avec Macron, mais qui s'est renforcé avec Macron. C'est là où on voit que ces deux forces extrêmement puissantes convergent en effet pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule voie acceptable, c'est celle gestionnaire, raisonnable, néolibérale, voilà. Encore une fois, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire que la gauche, finalement, qui se présente comme l'extrême centre, mais c'est de l'extrême gauche qui se présente comme de l'extrême centre, impose sa vision des choses et censure tout le reste. Elle dit la même chose que Elon Musk, Donald Trump, etc. Il n'y a plus qu'une seule version de la vérité, pas de la vérité, mais une seule version des faits ou de la politique, ou une seule opinion admise, celle des mondialistes. Tout ce qui s'en écarte, toute opinion autre, est extrémiste, complotiste, excentrique, ridiculisée, présentée comme dangereuse. Il n'y a pas d'autres points de vue respectables qui puissent s'exprimer. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes forcément un déviant. Moi qui connais le parti. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes un déviant. Et tous ceux qui se sont présentés comme, même comme les défenseurs de la liberté d'expression, sont présentés comme des radicaux. Imaginez ça. C'est ce que je vous disais, ceux qui défendent la démocratie sont présentés comme une menace à la démocratie. Ceux qui défendent la liberté d'expression sont présentés comme une menace à la liberté d'expression, etc. Vous voyez la boucle mondialiste, là, ici. Pour de nombreux journalistes, je sais que des gens qui... il y a encore 15 ans à l'Obs, étaient tout ce qu'il y a enfin, c'était pas des Rosa Luxembourg, c'était des gens plutôt soumis et raisonnables. Maintenant, il leur arrive, après 20 ans de carrière, de sortir du bureau du directeur de la rédaction en larmes. Parce que on les a empêchés d'écrire tel truc sur Dupond-Moretti, ou parce que, enfin, c'est très très dur. C'est très très dur. Il y a des régressions démocratiques.